Imaginez une ville où lorsqu'une maison brûle, les premiers pompiers sont les voisins avec des seaux d'eau. Une ville où l'ambulance est la voiture du voisin, parfois même sa moto. Des quartiers où ce sont les habitants eux-mêmes qui construisent les écoles, financent les postes de santé, ouvrent des pistes rurales parce que l'État, lui, n'arrive jamais. Alors dites-moi, ces villes, ces quartiers, ces villages ont-ils un échec simplement parce qu'ils relèvent de ce que l'on appelle informel? Depuis des décennies, les quartiers informels sont enfermés dans les mêmes mots. Pauvreté, insécurité, anarchie. On y voit qu'il y a du manque, on y voit qu'il y a des populations à corriger, à déplacer, parfois même à effacer. Sur le plan théorique, comme dans les politiques publiques, on oppose constamment le formel et l'informel. Comme s'il fallait choisir, comme si l'un incarnait le progrès et l'autre le retard. Pourtant, nos villes ouest-africaines sont faites des deux. Refuser de voir cette réalité, c'est refuser de regarder la vie telle qu'elle est. C'est précisément ces dénis qui alimentent encore aujourd'hui les politiques de déguerpissement. Des politiques qui détruisent les habitats, des lieux de culte, des commerces, parfois même des cimetières. Des politiques héritées d'une logique coloniale qui consiste à effacer ce qui dérange visuellement plutôt que de résoudre ce qui produit structurellement cette réalité. Et le plus troublant, c'est qu'aujourd'hui encore, déguerpir Saré-Kazé est souvent perçu comme un acte d'autorité légitime. Comme si expulser les pauvres suffisait à moderniser une ville. Parce qu'au final, le problème n'est pas seulement l'informel. Le problème, c'est notre obsession à penser la ville de manière binaire. D'un côté, la ville vitrine, la ville propre, la ville rentable, la ville des lignes droites qui séduit sur les plans, sur Instagram, dans les maquettes électorales et les brochures gouvernementales. Et de l'autre, la ville populaire, celle qu'il faudrait corriger, cacher, déplacer, démolir. Comme si une ville pouvait être moderne tout en restant profondément injuste. Mais je comprends pourquoi l'informel dérange. Il dérange parce qu'il révèle ce que les États n'ont pas su résoudre. Il expose l'échec des politiques foncières défaillantes, l'absence de logements accessibles, le déséquilibre territorial. Pour masquer cet échec, on transforme ces quartiers en anomalies urbaines, des espaces qu'il faudrait nettoyer, comme si détruire des maisons pouvait faire disparaître la pauvreté. Oui, certaines familles s'installent parfois en connaissance des risques, en zone inondable, sur des terrains litigieux, sous la menace permanente d'un déguerpissement. Mais posons la vraie question, qui devait empêcher cela ? Qui devait anticiper, appliquer la loi avant que les milliers de vies ne s'y enracinent? À qui revient réellement cette responsabilité? Bonjour, je m'appelle Kerno Ibrahima Diallo, je suis architecte. Ma philosophie, c'est de bâtir par les mots et par la matière. Et aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur les quartiers informels et sur les déguerpissements, l'une des formes de violence étatique les plus visibles et plus banalisées en Afrique de l'Ouest. Bienvenue. Il y a quelques mois, une influenceuse brésilienne a été accusée d'avoir romantisé la pauvreté au Brésil. Après avoir filmé la favela de Rocinha à Rio de Janeiro, on lui reprochait d'avoir transformé la misère en un décor esthétique, d'avoir masqué l'absence d'infrastructures derrière des belles images. Honnêtement, je comprends cette colère. Personne n'a besoin qu'on poétise sa souffrance, ni au Brésil, ni en Afrique, ni ailleurs. Mais dites-moi, que fait-on quand l'État n'existe pas? Que fait-on lorsqu'il n'y a ni logement accessible, ni route, ni école, ni centre de santé? Que fait-on lorsqu'on quitte son village parce qu'on n'y voit plus d'avenir? Pas d'école de qualité, pas de travail, pas de protection pour les récoltes, pas de perspective. On parle sans cesse de crise urbaine, mais on parle beaucoup trop rarement de l'exode rural que la produit, comme si les quartiers informels apparaissaient spontanément. En Afrique de l'Ouest, l'informel urbain est souvent le symptôme d'un déséquilibre territorial plus profond. Quand les campagnes sont abandonnées, les villes absorbent le choc. Au lieu de traiter les causes, on fait porter aux pauvres urbains la responsabilité de problèmes dont ils sont eux-mêmes les premières victimes. C'est toujours le même réflexe, traiter les symptômes, ignorer les racines. On détruit des maisons au lieu de repenser les politiques foncières, on expulse des familles au lieu de produire des logements accessibles, on militarise parfois les déguerpissements au lieu d'investir dans l'aménagement du territoire. On appelle ça moderniser. Moi, je vois souvent une manière propre de déplacer la misère pour ne plus avoir à la regarder. Gouverner une ville, ce n'est pas intervenir uniquement lorsqu'il faut expulser. Un État digne de son nom anticipe, il protège, il planifie. Il empêche les installations à risque avant qu'elles ne deviennent des drames. Il développe des logements progressifs et accessibles. Il régule l'offensive, il encadre les coûts, il investit dans la recherche. Il décentralise les écoles, les soins, les infrastructures et l'emploi. En Afrique de l'Ouest, cela suppose une vraie politique de maillage territorial. Des villes intermédiaires fortes, des services publics décentralisés, des réserves foncières anticipées et des programmes d'habitat évolutifs.
et surtout une planification qui parte des usages réels plutôt que des modèles importés. Bref, gouverner une ville, ce n'est pas attendre que les pauvres improvisent leur survie pour venir ensuite criminaliser. C'est créer les conditions qu'ils n'aient jamais à le faire. Et pourtant, malgré toutes ces défaillances, quelque chose tient encore, quelque chose qu'aucune image satellite ne montre, quelque chose qu'aucune statistique ne mesure. Dans beaucoup de quartiers dits informels, lorsque l'État est absent, la communauté devient une institution. Ce sont les habitants qui construisent les écoles, les associations de femmes et d'hommes qui financent les postes de santé, les ressortissants qui ouvrent des pistes rurales, les voisins qui transportent les malades, qui enterrent les morts, qui soutiennent les familles. Quand quelqu'un tombe malade, le premier réflexe, ce n'est pas d'appeler une ambulance, c'est d'appeler les voisins. Et cela, aucune théorie urbaine ne peut pleinement l'expliquer. Il faut l'avoir vécu. Et moi, je l'ai vécu. Avant que les États guinéens, belges ou français n'investissent dans mon éducation, des hommes et des femmes se sont organisés. Ils ont construit une école de leurs mains. Ils ont payé un enseignant grâce à leur récolte pour que moi aussi, je puisse apprendre à lire et à écrire dans cette langue. Tout cela hors du cadre formel. Voilà pourquoi je pense que réduire ces espaces à leur seule pauvreté matérielle, c'est une erreur. Qu'une ville ne se résume pas à ses bâtiments. Une ville doit accueillir, protéger et relier. Et c'est là que j'ai compris que l'architecture comme l'urbanisme devraient être d'abord des œuvres sociales. Aujourd'hui, je vis dans un pays où l'État fonctionne autrement, où les routes, les écoles, les soins et la protection sociale sont financés collectivement. Et ce modèle fonctionne bien. Mais je refuse d'opposer ces deux mondes. Je refuse de dire que le formel serait naturellement supérieur parce que si le déguerpissement était une solution, les problèmes de nos villes seraient réglés depuis très longtemps. Or, les mêmes quartiers réapparaissent encore et encore. Je veux être très clair. Les quartiers informels ne sont pas un idéal urbain. Je ne rêve ni d'une ville sans eau, ni sans assainissement, ni sans sécurité foncière. Je ne glorifie ni la précarité, ni l'abandon institutionnel. Mais puisqu'ils existent, que fait-on? Ou essaie-t-on enfin de les comprendre? Parce qu'entre romantiser l'informel et le traiter comme une honte à éradiquer, il existe quelque chose que nos débats ont tendance à perdre. Et c'est précisément cette nuance qui manque à nos politiques urbaines, parce qu'on continue tout simplement de traiter les conséquences sans jamais voir les causes. Déguerpir une famille, sa relogement, ce n'est pas moderniser une ville. C'est arracher des vies à leurs racines, c'est détruire des économies fragiles, c'est casser des solidarités, c'est déshumaniser au nom de l'esthétique urbaine. Disons-le clairement. Expulser sans alternative digne n'est pas une politique urbaine, c'est une violence étatique légalisée. Une ville ne devient pas moderne parce qu'elle expulse ses pauvres hors du champ de la caméra. Elle devient moderne parce qu'elle sera capable de leur faire une place. Peut-être que la vraie question n'est même pas comment faire disparaître l'informel. Pourquoi continuons-nous à produire des villes où des millions de personnes n'ont pas d'autre choix que l'informalité? Pourquoi les mêmes États absents lorsqu'il faut construire deviennent-ils soudain si présents, si forts lorsqu'il faut expulser? Pourquoi sommes-nous si rapides à voir la pauvreté et si lents à voir l'humanité qu'il y a dans ces quartiers? Oui, il faut parler des problèmes, du manque d'eau, de l'absence d'assainissement, des différents risques qu'il existe, des inégalités, mais il faut surtout avoir le courage d'interroger leurs causes, parce qu'on ne construit pas des réponses durables avec des politiques émotionnelles. Et habiter dignement devrait être vraiment un droit fondamental. Depuis 2007, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plus de la moitié de l'humanité vit en ville. Et d'ici 2050, ce sera près de 2 humains sur 3. Cela signifie une chose, loger, nourrir, éduquer, soigner et gouverner ce monde urbain sera l'un des défis les plus grands de notre siècle. Et cette fois, ce n'est plus seulement un défi africain, c'est un défi humain, parce que le problème n'est pas seulement infrastructurel, il est d'ordre social, politique, écologique, économique et tout ce que vous savez. Les conflits, les replis identitaires, les fractures territoriales, les exclusions urbaines nous posent partout la même question. Comment continuer à faire humanité dans des villes de plus en plus fragmentées? Je crois que le plus grand défi du XXIe siècle n'est pas seulement de construire des villes, c'est d'apprendre à les habiter. Voilà pourquoi nous devons réapprendre cette idée simple, penser globalement et agir localement. Et peut-être accepter qu'aujourd'hui faire de l'architecture ne consiste pas seulement à bâtir avec du béton, du verre ou de l'acier. C'est aussi construire avec des idées, bâtir avec les mots et avec la matière. C'était Toka pour Corsidon.c pour vous servir. À très bientôt.